La recherche de l'Eldorado est devenue l'objectif premier de ces jeunes. Selon le rapport des Nations Unies pour les réfugiés publié le 29 juillet 2020, c'est plus de 1750 jeunes qui ont perdu la vie entre 2018 et 2019 durant la traversée du Sahara. Parlant justement du désert, il y a quelques jours, une vidéo montrant une jeune Camerounaise agonisante a fait le tour des réseaux sociaux, laissant ainsi sans voix les milliers d'internautes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle sortie de confession sur Reflet d'Afrique Télévision, nous allons tendre une oreille attentive pour écouter l'histoire de ce jeune Camerounais qui avait décidé de prendre la route justement pour cette Eldorado. Avant de vous présenter le panel, nous allons écouter l'histoire de Francis Bébé. Francis Bébé, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Bien par la grâce de Dieu. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de prendre la route de l'aventure, comme on le dit vulgairement? Premièrement, avant de prendre la route, c'était vraiment pas facile financièrement parlant. Et je pourrais dire que je ne pouvais pas avoir certaines choses dont j'avais besoin. Donc, ce n'était pas vraiment aisé dans ma famille, vu aussi que je vivais avec ma mère. Donc, c'était vraiment pas facile pour moi. Et j'avais donc pris l'initiative que je vais prendre la route sans le dire à personne. Donc, pendant que je continuais à fréquenter, j'avais des petits business que je faisais pour économiser mon argent. Par moment, je séchais les cours pour aller faire certains petits business, décharger les conteneurs, parfois décharger certains conteneurs, amasser de l'argent. Et quand ça arrivait à une certaine somme, parce que moi je ne voulais pas avoir une grosse somme, parce que mon objectif c'était d'arriver au Maroc. Donc quand ça arrivait à une certaine somme, j'ai donc décidé de prendre la route. J'en parlais à un ami qui lui aussi voulait partir. Donc quand j'ai donc pu amasser l'argent, vers la fin du 3e trimestre de l'école, dès qu'on a remis les bulletins, j'ai attendu certaines heures pour partir. Donc je suis d'abord allé me réfugier chez quelqu'un d'autre. Bon, lui aussi ne savait pas, il savait juste que j'allais faire un petit voyage et puis rentrer. La nuit, j'ai pris la route. Donc, j'ai pris une voiture qui m'a conduit vers le nord. Après le nord, je suis arrivé à la frontière du Cameroun-Nigeria. Ensuite, Cameroun-Nigeria, arrivé au Nigeria, je suis arrivé pendant la nuit. Parce que là-bas, il est impossible de sortir en journée vu que tu n'as pas de carte d'identité et tu ne dois pas te faire prendre par la police parce que tu peux te faire tabasser ou je ne sais pas, quelque chose d'autre que tu peux avoir. Donc en ce moment j'ai préféré me cacher parce qu'il y avait quelqu'un que je connaissais qui m'a donné des contacts, des personnes que je dois rencontrer pour continuer par la suite. Bon, j'ai réussi à quitter le Nigeria et je devais traverser le Nigeria pour arriver au Niger parce qu'après le Nigeria c'est directement le Niger et arrivé au Niger je devais arriver au Dosso parce que c'est là où je devais rencontrer la personne pour qu'il puisse m'accompagner pour arriver en Algérie et arrivé là-bas, bon, je me suis arrêté à la frontière, j'ai pas pu arriver parce que j'avais plus assez de moyens pour continuer. J'avais plus assez de moyens pour continuer et j'ai donc dit que bon, au lieu de continuer et voyant tout ce qui se passe, parce que tu n'es pas libre de tes mouvements, tu ne peux pas sortir en journée, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas sortir en journée, tu ne peux pas marcher, donc mieux vaut rentrer vu que je n'avais plus aussi les moyens. Donc, et la personne avec qui j'étais, il m'a dit non, continuons, vu que j'ai encore les moyens pour continuer, on peut continuer ensemble. Je dis même si on continue ensemble, on ne va pas pouvoir arriver au Maroc puisque notre objectif c'était d'arriver au Maroc. Et il m'a dit ok, donc c'est lui qui m'a proposé, il m'a dit donc rentrons donc ensemble au Cameroun et on va voir le reste après. D'accord. Et tout cela vous a pris combien de jours? Pendant combien de jours est-ce que vous avez... Pendant 5 jours. Parce qu'il avait suffisamment d'argent par rapport à moi. Oui. Donc, pour arriver au Maroc, si tu as maxi 1 million, trop 1 million, tu ne mettras pas en route. Et que vraiment tu connais vraiment la route, sans avoir quelqu'un pour t'aider, ou si tu as quelqu'un qui te donne des contacts que tu vas aller voir
oui, là tu ne mettras pas non. Et justement, pendant ces 5 jours-là, que faisiez-vous? Comment se passait votre quotidien entre, vous avez parlé du Nigeria et le Niger, comment se passaient justement vos journées? Bon, avant d'aller, chacun achetait des provisions. Oui. Donc, chacun avec son sac, chacun avait acheté des provisions pour avoir de quoi manger, pour ne pas pouvoir sortir. Parce que quand tu sors, on peut te dépouiller de ce que tu as sur toi et puis bon, tu te retrouves à zéro. D'accord. Donc, on s'est réfugié chez quelqu'un parce que lui connaissait la personne, mon ami connaissait la personne au Nigeria. Donc nous nous sommes réfugiés chez la personne qui nous hébergeait. Et il a, avant de quitter du Nigeria pour aller au Nigeria, il a dédommagé la personne pour le nombre de temps que nous avons passé. Vu qu'on ne pouvait pas marcher en journée, donc la personne nous hébergeait et la personne nous donnait de quoi manger aussi. Quand vous quittiez par exemple le Cameroun, vous aviez à peu près combien dans les poches, vous personnellement? J'avais 250 nations. Parce que ça fait quand même longtemps que je suis parti, ça fait environ 6 ans que j'avais pris la route. D'accord. J'avais 250. Et vous dites votre objectif était de pouvoir subvenir aux besoins de votre maman et trouver avoir une meilleure vie. Oui. C'était mon objectif d'arriver au Maroc, trouver quelque chose à faire parce que quand vous étiez ici, vous alliez à l'école? Oui, j'étais encore élève. Oui, et d'accord. Élève, en même temps, bon, élève, parce que je séchais en même temps les cours pour... ça vous a pris combien de temps pour pouvoir vous préparer avant de partir? Ce sont 3 mois. Parce que si il y en a d'autres qu'avant de partir, eux, ils préparaient des cours pour partir. Donc, certains... Quand vous parlez de cours, vous faites allusion à? Donc, j'avais 2 amis. Oui. Quand j'étais encore plus petit, avant que moi je n'aille, ils sont partis, ils ont cassé une boucane, ils ont fait un trou, ils ont évalisé la boucane et ils ont utilisé cet argent pour partir. D'accord. Donc je ne sais pas encore combien ils avaient dans leur poche. Ils étaient 2. Donc, et quand ils ont pris cela, ils sont partis. Pour moi, ça vu d'où je sors, je suis vraiment pas né avec la cuillère à l'eau dans la bouche. Donc, je me suis dit, bon, pour partir, je vais me préparer petit à petit, pas à pas, en gardant mon argent. Et mon argent, je ne le gardais pas à la maison, donc je le donnais plutôt à quelqu'un. D'où vous est venue l'idée de partir? Est-ce que c'est parce que dans votre entourage, dans votre environnement, vous voyez d'autres personnes partir ou alors, je sais pas, dans un programme à la télé ou c'est un camarade qui vous a filé l'idée et d'où vous est venue l'idée justement? Bon, l'idée c'est à travers ces amis-là, parce que quand ils ont fait ce coup, ils sont partis. Ils sont arrivés, certes, bon, on n'avait plus de nouvelles, parfois on se disait peut-être qu'ils étaient morts, mais il y avait, l'un d'eux avait une de ses soeurs qui vendait la cigarette et lui demandait toujours, mais ton frère c'est comment? C'est là où on me disait, il est au Maroc et tout, donc c'est là-bas il est. Donc je me suis dit, si je réussis à amasser l'argent et que j'arrive au Maroc, je peux le rejoindre et il pourra peut-être m'aider vu qu'il est là-bas avant moi. Et il pourra m'aider à trouver quelque chose d'autre à faire, de quoi faire avant de continuer par exemple la route. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'inconnu? Est-ce que vous, quand vous y allez, c'était sûr à 100% que je vais réussir mon voyage, je vais arriver au Maroc ou alors il y avait autre chose, c'était juste la réussite qui vous motivait? Dans ma tête, mon objectif c'était d'y arriver. D'accord. Donc je ne m'attendais pas à tout ce qui allait se passer. Donc je ne connaissais pas encore, on ne m'avait pas dit, on m'avait rien dit. Donc c'est arrivé, c'est en partant que je voyais certaines réalités en fait. D'accord. Mesdames, Messieurs, ensemble, nous avons suivi l'histoire de Francis Bébé. Maintenant, je vais vous présenter le panel de cette émission de confession. Et comme vous le constatez, comme vous le voyez à l'écran, le thème de cette émission est le mystère des voyages clandestins. Je vais commencer avec Monsieur Guy Sobodo. Bonsoir. Vous êtes un jeune entrepreneur et vous vivez dans la ville de Douala. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Le plaisir est partagé. D'accord. Vous venez d'écouter l'histoire de Francis. De prime abord, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est une gangrène qu'on vit au sein de la jeunesse camerounaise. Des jeunes qui ont le rêve d'Eldorado.
que je suis touché par son histoire. C'est regrettable. C'est regrettable que bon nombre de jeunes puissent abandonner le pays pour un rêve qu'ils ne maîtrisent pas au fond. On va continuer avec M. Tchanga Jordan Franky, qui lui est enseignant des sciences médicales et sociales. Monsieur Franky, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il n'y a pas de quoi. Je vais vous poser la même question après l'histoire de Francis. Quel est votre premier sentiment? Bon, pour moi, ma réaction va vous paraître perplexe, mais j'ai l'habitude des histoires qui sortent de l'ordinaire. Et ce qui me plaît, c'est qu'il a reconnu son erreur, il est revenu. Beaucoup, comme lui, peut-être seraient rentrés et auraient dit, peut-être c'est parce que j'avais seulement 250 000, et auraient cherché 700 000 et retourné. D'accord. On va continuer avec Madame Pauliandine Tinda, qui est chef bureau du volontariat à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique pour le littoral. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre favorablement à notre invitation. Certainement, vous travaillez avec les jeunes, vous vivez avec les jeunes, votre quotidien, c'est la jeunesse. Quand vous écoutez un jeune s'exprimer ainsi, quel est votre ressenti? Déjà, je vais dire que son cas même est moins grave parce qu'il n'a fait que 4 jours. 5 jours. 5 jours, merci. Certains sont même allés jusqu'au désert où ils sont morts. Tout à fait. Donc moi, je pense même qu'il s'est ravisé à temps parce que le mal est vraiment profond. Tout autour de moi, j'entends des témoignages des personnes qui sont allées en aventure et qui ont laissé leur vie et leur famille n'ont plus jamais eu de nouvelles. Franchement, c'est un mal profond. Madame, je vais rester avec vous. Francis, quand il parle, on voit un désir de sortir de la précarité. On voit un désir de sortir sa famille, de sortir lui également justement de cette pauvreté et de vivre mieux. Est-ce que le manque d'emploi, par exemple, ne contribue pas à nourrir ce ressenti dans le cœur de la jeunesse? Je dirais que ce n'est pas forcément le manque d'emploi qui est la cause primaire parce que on voit des jeunes qui sont capables de rassembler des fortes sommes d'argent pour aller en aventure. Ça veut dire que il y en a qui ont plutôt le goût de l'aventure. Ce n'est pas parce que c'est forcément la précarité. Beaucoup ont le goût de l'aventure. Ils ont bien de l'argent. Ils vivent dans un cadre bien nanti, mais ils préfèrent aller en aventure. Ils veulent aller expérimenter quelque chose d'autre. Tout à l'heure, quand Francis parlait, c'est vrai dans son cas, il vivait avec sa maman. Peut-être sa maman n'avait pas assez de moyens pour prendre soin de lui. Mais là, il était encore élève. Il n'était même pas chômeur. Donc moi, je pense que c'est le goût de l'aventure qui pousse même beaucoup de jeunes à se lever pour emprunter des voies frauduleuses pour aller dans un Eldorado qu'ils ne maîtrisent même pas. D'accord. Monsieur Tchanga, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette rage? Aujourd'hui, quand on parle avec les jeunes, beaucoup rêvent d'aller de l'autre côté. Tout récemment, il y a quelques mois, on va dire ici, on a attrapé des jeunes au niveau de l'aéroport qui souhaitaient aller de l'autre côté. Qu'est-ce qui, selon vous, nourrit cette soif, ce désir pour les jeunes africains et camerounais de vouloir à tout prix partir? Dans un premier temps, je vais rester africain. Je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas conscience que de la richesse de la culture dont ils possèdent. Beaucoup se disent aller en Europe. Mais je pense qu'aussi, comme tout le monde a dit, le mal est très profond. Pourquoi? Parce que, on va vous dire, récemment on a inauguré l'hôpital gynéco-obstétrique. Oui. Mais on s'attend à ce qu'un de nos ministres aille se soigner là-bas. Mais non. Tout le monde va aller à Paris, tout le monde va aller en Allemagne, tout le monde va aller en Suisse. Et généralement en Afrique on dit l'enfant imite ce qu'il voit.
Si vous avez des parents qui ne pensent qu'à ça, ne contrôlent pas les enfants aussi livrés à eux-mêmes, vous pensez qu'ils vont faire Donc, quoi? pour vous, vous pensez que c'est l'attitude du gouvernement camerounais qui contribue à nourrir... Pas seulement l'attitude du gouvernement camerounais. Le gouvernement camerounais, c'est qui? Le gouvernement camerounais, c'est toi. Le gouvernement camerounais, c'est moi. Le gouvernement camerounais, c'est nous tous. Bon, peut-être... Quand vous dites des ministres qui ne se soignent pas à l'hôpital et tout? Mais oui, puisque, on va vous dire, cet hôpital peut faire des merveilles, mais l'État en personne n'y va pas. Est-ce que ces jeunes-là, demain, quand ils seront malades, ils vont vouloir aller là-bas? Non. Et en plus, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène de suivi inconscient. C'est-à-dire, un enfant ne sait même pas ce qu'il veut, mais parce qu'il entend et que tout le monde veut y aller, il veut partir. Beaucoup partent en aventure sans avoir de qualification. Bon, quand ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que pour celui qui est réfléchi, mais même aujourd'hui, on a des gens qui sont même réfléchis, qui vont en aventure. Pourquoi? Pourquoi ne pas oser? Pourquoi le pari de la jeunesse aujourd'hui ne serait pas vraiment de réussir au Cameroun? Dire oui, je vais réussir dans mon pays, je vais montrer que non, dans mon pays, je peux faire quelque chose. Il y a beaucoup... Moi, par exemple, pourquoi je ne songe pas à faire aventure? C'est pas les moyens, peut-être chez moi qui manqueront, hein, parce que je me bats. Donc, mais je dirais un truc à la jeunesse, c'est tout ce qu'ils voient à la télé n'est pas forcément beau. Tout ce qu'ils voient hors. Monsieur Sobono, en tant qu'entrepreneur, en tant que Camerounais et en tant que jeune également, selon vous, qu'est-ce qui peut nourrir, qu'est-ce qui peut justifier le fait que les jeunes aient toujours envie de partir? Je dirais pour un premier temps, c'est un problème de suivi. D'accord. C'est un problème de suivi. Le gouvernement a mis des structures en place qui n'ont pas de suivi. D'accord. Les enfants suivent des formations pour finir dans la rue. Par contre, il y a des centres jeunes, des centres soi-disant jeunes, qui en fait n'encadrent pas vraiment la jeunesse. D'accord. Je pense que l'État devrait avoir un suivi. Que l'enfant qui va à l'école après sa formation soit intégré quelque part, ne se retrouve pas dans la rue. Et je pense qu'il y a aussi un second point, la facilité. Beaucoup pensent que c'est en s'aventurant qu'ils vont trouver mieux, alors que le meilleur se trouve ici avec nous. Pourquoi ne pas trouver l'emploi et d'embaucher ses frères? Est-ce que ça a été facile dans votre cas de pouvoir de mettre sur pied votre structure? Non, ça a été facile. Mais malgré les difficultés, vous avez quand même choisi de rester au Cameroun. J'aime ce pays. J'aime le Cameroun, j'aime l'Afrique. D'accord. Monsieur Tchanga, je vais revenir vers vous. Tout à l'heure, quand Francis parlait, il a dit j'ai 2 aînés qui sont partis. Est-ce que l'image de ceux qui sont de l'autre côté, est-ce que le vécu, le quotidien des grands frères ou des cadets qui sont allés à Paris, en France, on va dire ça comme ça, est-ce que les photos, les vidéos ne participent pas, ne contribuent pas à nourrir justement cette envie, le bling-bling qu'on nous présente de l'autre côté? Bon, je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, mais je dirais ceci. Généralement, l'enfant suit l'aîné. Oui. Peut-être dans le cas de Francis, pour les petits qui sont restés au quartier, ces 2 grands frères représentaient des héros. Parce que, je ne vais pas vous mentir, ça va vous paraître bizarre, mais le Cameroun est l'un des rares pays où vous pouvez sortir du pays en aventure, vous revenez par jet privé. Francis Ngannou l'a fait. Est-ce que quand il est sorti du pays, il est sorti par voie légale? Non. Mais aujourd'hui, il s'est battu, il revient, il est une fierté. C'est vrai, vous parlez de Francis Ngannou, mais on a également la vidéo de cette jeune Camerounaise âgée de 35 ans qui est décédée au désert. C'est vrai que Francis Ngannou, lui, il a réussi, mais on a des personnes qui décèdent au désert. On a des personnes qui décèdent en mer. Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas aussi en avant ce côté-là? On ne sensibilise pas la jeunesse à s'arrêter. Parce que vous ne pensez pas qu'en brandissant, par exemple, le parcours de Francis Ngannou, vous contribuez à nourrir l'envie des jeunes de se retrouver en route? Justement ça, puisque j'ai dit, il est sorti
pas par voie légale, mais il revient comme un héros. Oui. Beaucoup vont se dire, ok, demain aussi je peux sortir de la même façon et revenir comme... Mais je vais d'abord isoler le cas de la Dame du désert. Oui. Par information, la Dame du désert, vraiment, je dirais que si c'est pas qu'elle est morte, son cas ne m'aurait fait ni chaud ni froid, parce que une femme de la trentaine qui a une boutique depuis plus de 3 ans au marché central de Douala, si elle voulait vraiment aller en Europe, je pense qu'il y a des procédures, il y a des ambassades, il y a des consulats. À quoi ça sert? Comme disait Francis, beaucoup y vont, ils ne se renseignent pas. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent aller en Europe, c'est vrai. Quand vous demandez qu'on contrôle les jeunes, aujourd'hui vous avez des enfants à la maison, quand vous sortez pour aller chercher ce qu'ils vont manger, est-ce que vous savez tout ce qu'ils font pas derrière? Les réseaux sociaux sont faciles d'accès. À 5 000 francs, vous avez un Android, vous êtes connecté à Facebook, vous êtes connecté à WhatsApp, vous pouvez causer avec n'importe qui. C'est vrai, s'il faut vraiment contrôler, je pense qu'on devait revenir à la base. Avant de dire l'État a fait quoi, mais nous, parents, qu'avons-nous fait? Commençons par là. Vous n'allez pas me dire, vous avez un enfant qui ne travaille pas, il utilise un iPhone XR. Un iPhone qui coûte, je crois, c'est 300 000 francs. Vous, son parent, vous avez un petit truc de 2500 francs que vous attachez la batterie avec la fronde. Mais vous voyez l'enfant avec le téléphone, vous ne dites rien. Demain, on vous dit de l'enfant est au Maroc. Et ça vous étonne. Comment ça? Il a dû laisser aller. En Afrique, ce n'est pas l'enfant qui dicte les consignes aux parents. C'est le parent qui dicte les consignes aux enfants. Mais tellement, on a l'Occident dans la tête que non, quand on gronde l'enfant, il pleure, on le supplie. Mais non, mais non. Madame Polyandine, quand vous parlez par exemple avec ces jeunes-là qui sont allés de l'autre côté et qui sont revenus, malheureusement, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Ce que j'ai noté du témoignage de plusieurs, c'est que déjà, l'aventure peut-être dans les zones subsahariennes, il y a un peu de chance de subsister, mais quand vous arrivez dans la zone du Maghreb, même les policiers peuvent vous dépouiller. Et très souvent, quand on vous récupère, on vous renvoie dans le désert. Et dans ce désert, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien à manger. Et les gens portent des vêtements, les mêmes vêtements pendant longtemps, et les poux les dévorent. Alors que dans leur propre pays, ils avaient un emploi bien rémunéré. Quand certains même réussissent à aller en Europe, il va falloir faire face à la situation de sans-papiers. Ce qui fait que certains jeunes se retrouvent en train de convoler à des noces sans amour, juste parce qu'ils veulent des papiers. Certains qui ont même laissé des époux ou des épouses dans leur pays, ils sont obligés d'aller épouser peut-être des femmes blanches pour avoir des papiers. Et maintenant, dans quelles conditions ils se retrouvent avec un mariage dans ton pays et un mariage en Occident? Donc, c'est triste ce qui ressort. Il y a des gens qui font des dizaines d'années avant d'avoir des papiers. Maintenant, vous, au niveau de la délégation de la jeunesse, on va le dire ainsi, qu'est-ce que vous faites justement quand ces jeunes-là reviennent? On va d'abord commencer. Qu'est-ce que vous faites pour empêcher justement que les jeunes rêvent d'aller de l'autre côté? Merci beaucoup. Le ministère de la Jeunesse a été justement créé pour la jeunesse. Tout à fait. Et c'est pour résoudre les problèmes de la jeunesse. J'encourage les jeunes déjà de se faire à importuner toutes les structures du ministère de la Jeunesse parce qu'elles sont là pour cette jeunesse. Il y a les centres multiples fonctionnels de promotion de jeunes, il y a les délégations d'arrondissement, il y a la délégation régionale. Et maintenant, sur le terrain, parlons de façon pratique. Sur le terrain, qu'est-ce qui est fait pour que la jeunesse ne rêve plus partir? Le ministère de la Jeunesse a mis des projets, des plans de financement de la jeunesse. Est-ce que ces financements sont toujours accessibles? C'est accessible parce que, en fait, on recrute des gens, on finance des gens sur la base de certains critères. Mais déjà, pour qu'un jeune aujourd'hui accède au financement, il faut qu'il soit inscrit à l'Observatoire national de la jeunesse. C'est une plateforme numérique
Et pour qu'ils s'inscrivent, ils se rapprochent tout simplement des structures de la délégation régionale. À partir de là, il y a des filières. L'économie numérique, l'agriculture, l'élevage, les nouvelles technologies, de l'information. Et avec le plan triennal spécial jeunes, on est déjà à près de 5500 jeunes financés. Donc je pense que la jeunesse est juste ignorante de ce qui lui est réservé par l'administration. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un problème de manque de communication? Est-ce que c'est parce que la délégation ne communique assez justement pour pouvoir inviter les jeunes à se rapprocher de toutes ces structures? Je pense que la délégation, pas simplement la délégation, le ministère de la jeunesse, fait de son mieux. C'est vrai qu'est-ce que vous faites justement pour amener les jeunes à comprendre qu'il y a telle ou telle autre chose pour pouvoir les amener à se développer, à s'auto-employer? Qu'est-ce que vous faites? Il y a des communications, même radio, lorsqu'on veut faire des financements. D'accord. Il y a des communications. Moi, je pense que la jeunesse est juste un peu plus... Elle est à l'écart de ce ministère, mais j'encourage les jeunes à se rapprocher parce que quand on parle du plan triennal spécial jeune que le chef de l'État avait mis sur pied, peu de jeunes sont même au courant. Pourtant, l'État finance l'agriculture. Et non seulement le ministère de la Jeunesse, le MINADER insère les jeunes dans l'agriculture, le MINMESA insère les jeunes dans la pêche. Aujourd'hui, les gens font l'élevage dans des maisons. Oui, donc moi je veux beaucoup plus encourager les jeunes à se rapprocher de la délégation régionale. Nous n'avons jamais repoussé un jeune qui est venu pour s'informer. D'accord. On va revenir sur vous, Francis. Je voudrais savoir, est-ce que on a parlé tout à l'heure de l'éducation, du rôle des parents. Est-ce que vous pensez véritablement que si votre maman était au courant de ce voyage, est-ce qu'elle vous aurait empêché véritablement? Oui, elle n'avait pas me laissé partir. Ça... Et vous avez obéi? J'allais obéir parce que vu les sacrifices qu'elle a fait pour moi, certains sacrifices dans le bataille, j'allais obéir d'une certaine façon, mais j'allais lui demander donc quelle est la solution de la faire maintenant pour que ça change. D'accord. En fait, dans votre cas, on va dire que ce n'est vu que je fréquentais encore premièrement et à la base j'ai voulu être autonome. D'accord. Je ne voulais plus dépendre déjà dépendre de moi-même. D'accord. Je ne voulais plus que si j'ai un petit souci, je dois courir dans ma main et dire j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. En fait, et ce temps-là, parfois quand je séchais les cours, j'avais certains contacts, quand il y avait certaines choses à faire. Je sortais, je partais et je faisais ce que j'avais à faire, le gain, ce qu'on me donnait, je prenais ce truc, ce qu'il y avait à prendre. Et je pouvais par exemple diviser, mettre une partie de côté et l'autre, ça pouvait m'aider durant la... D'accord. Monsieur Sobono, selon vous, qu'est-ce que les parents peuvent faire justement pour pouvoir empêcher à leurs enfants de se lancer dans l'aventure, puisque on a dit que ce n'est pas seulement le rôle de l'État de pouvoir empêcher les jeunes, mais également le rôle des parents. Qu'est-ce qu'un parent peut faire justement pour pouvoir enlever ce désir de partir dans le cœur ou dans la tête de son enfant? D'accord. Combien vont consommer le pays pour savoir s'ils ont été au cours d'eux. Le problème est à la table que les parents, c'est pas l'éducation, c'est comme les projets même à la maison. Montre à ton enfant que c'est le travail. C'est le travail qui peut
tout à l'heure, vous avez parlé de la paresse des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez commencé pour pouvoir lancer votre structure? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, on va dire dans le cas de Francis, il avait 250 000. Dans le cas de la dame qui est décédée dans le désert, on a parlé de près de 1 million 500 000. Est-ce qu'avec vraiment une petite somme, on peut commencer une activité au Cameroun et s'en sortir véritablement? Parlez-nous un peu de votre cas. Comment vous avez commencé? Personnellement, je suis un passionné. Je suis un passionné de tout ce qui est artistique, tout ce qui est manuel. D'accord. Oui, j'aime faire des petites expériences. Je ne suis pas un homme de bureau. J'aime être sur le terrain. D'accord. Est-ce que le fait l'envie de partir n'a jamais traversé votre esprit? Est-ce que vous pensez que ceux qui partent, c'est parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun? Pas assez. Pas assez. On doit s'aventurer pour pouvoir apporter quelque chose de son pays. D'accord. Monsieur Tchanga, quand vous êtes enseignant et quand vous êtes avec vos élèves, par exemple, et que vous abordez le sujet de l'immigration, qu'est-ce qu'ils vous disent? La première réponse que je me dirai, on va partir. Et que leur répondez-vous? C'est pas seulement là-bas qu'il y a la réussite. Vous avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'avec 500 000 dans ce pays, on peut réussir? Comme a dit mon frère tout à l'heure, je pense que s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la passion dans ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas. D'accord. Avec 500 000, moi je trouve que 500 000 aujourd'hui, pour un budget de 500 000, c'est beaucoup. Il a dit, le problème de la jeunesse, c'est la paresse. Vous allez voir un jeune, bling bling, comme on dit, et on vous dit, moi je peux pas aller vendre le pain à Rico. D'accord. Monsieur Tchanga, Jordan, vous allez garder la parole et on va se retrouver juste après cet élément. Monsieur, si vous nous rejoignez juste à l'instant, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est votre émission Confession qui suit son cours. Ce soir, nous parlons des mystères des voyages clandestins, l'aventure, pourquoi les jeunes veulent à tout prix partir. Est-ce nécessaire de partir? Est-ce qu'on peut réussir en restant au Cameroun? Et nous avons suivi l'histoire de Francis Bébé qui a bien voulu partager avec nous son histoire. Et on était avec Monsieur Tchanga Jordan qui nous parlait justement de son travail au quotidien avec justement avec la jeunesse. Monsieur Tchanga, vous avez la parole. Oui, je disais tantôt, tout à l'heure on parlait de réussir avec 500 000. Moi je trouve que 500 000 c'est beaucoup. Et si vous avez 20 000 francs et que vous connaissez les bons réseaux, je pense que vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand je prends par exemple, lorsque je parle des concours d'IDE, infirmier diplômé d'État, vous allez voir, beaucoup d'enfants, quand ils vont me solliciter pour des conseils, ils voudront toujours dire monsieur, je veux être choisi à Douala, je vais être choisi à Yaoundé, je vais être choisi à Papsam. Mais est-ce qu'il n'y a que ces villes dans le Cameroun? C'est ça, c'est déjà là. Vous voyez, si vous dites à un enfant, on te prend à Bonanjo pour 70 000 francs de salaire et on te propose sur un autre poste peut-être à, je sais pas, ou à Garoua-Doulaye, quelque part à l'extrême, non, un peu loin, où il ne connaît personne pour 130 000 francs, il dit non, je préfère s'asseoir à Bonanjo. Oui, puisqu'il est à Douala, il sait que le samedi, il fait l'afterwork avec ses amis. À l'instant T, il ne pense pas à demain. C'est le problème même principal de la jeunesse aujourd'hui. Parce que vous donnez 10 000 à un enfant, il rêve des 10 000 là. Il ne sait pas que non, demain, il peut avoir faim. Mais là, est-ce que ce n'est pas un problème de gestion? Est-ce que c'est forcément un problème de paresse? Parce qu'on a des jeunes qui font des petits métiers, qui vendent dans les marchés. Est-ce que ce n'est pas un problème de gestion? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'apprendre aux jeunes à pouvoir gérer le peu qu'ils ont? Même si c'est un problème de gestion, il faut ceux-là qui se battent. C'est parce que eux, dans leur éducation, par exemple, ou peut-être grâce aux difficultés qu'ils traversent, ils comprennent que le bling-bling n'est qu'un truc de préface, c'est pas important. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, je vous dis, vous pouvez pas les envoyer vendre les arachides qui vous
Vous le voyez d'abord stylé, il va vous dire va vendre les arachides. Ça fait comment dans votre tête? D'accord. Francis, vous avez, quand on échangeait avant cette émission, vous avez dit quand vous êtes revenu au Cameroun, vous avez encore eu l'envie de partir. Pourquoi? J'avais eu encore envie de partir parce que en fait je voulais quitter vraiment le Cameroun. C'était, si je peux dire ça, c'était genre mal à l'aise. Mais bon, au fil du temps, par les conseils de ma mère, parce que j'ai dit ça à ma mère que comme tu vois, moi je ne vais pas encore partir ici, il faut une opportunité, il ne faut pas. Bon, elle m'a juste conseillé que non, en fait la route n'est pas bien, tu as déjà une petite expérience déjà sur le 16 ans. Soit tu continues tes études, soit tu essaies de te trouver un emploi. Donc j'ai essayé de en fait trouver un emploi et j'ai travaillé chez un Béninois dans une petite structure qui avait ouvert Orange Money où j'ai eu des connaissances. Après cela, j'ai connu des gens derrière lui, j'ai eu des contacts et je suis allé voir un grand frère. Je lui ai dit que bon, voilà, voici mon idée, je veux aussi faire pareil pour ouvrir un truc. L'Orange Money dans il a financé. Et après ça, j'ai ouvert ça au port. Bon, une année après, j'ai eu une grosse perte. Et je lui ai dit, grand frère, tu m'as aidé de tout ton cœur. Et moi, j'ai eu une perte, donc je ne sais pas comment faire en fait pour lancer le projet. Et puis là, bon, on s'est séparés. Bon, pas dans les problèmes et tout. D'accord. C'est un peu ce que j'ai continué à faire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je travaille dans une société. Non, vous vous débrouillez, vous continuez à vous débrouiller pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Oui, et parfois, bon, en fait, j'ai aussi une petite vision de. J'ai envie de donner cours de musique, donc déjà cours de batterie en fait, parce que je fais dans la batterie, je suis batteur et je chante aussi. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Monsieur Sobono, est-ce que il ne serait pas temps aujourd'hui d'interpeller justement ces aînés-là, ces grands frères qui sont de l'autre côté, quand ils viennent, de ne plus montrer ce visage parfait de l'heureux, parce que on a les grands frères, quand ils arrivent, c'est facile pour eux de dépenser 300 000, 400 000 en une soirée. Et justement, ces jeunes-là, ces petits frères qui sont à côté, se disent waouh, il faut que j'aille de l'autre côté aussi pour pouvoir avoir de l'argent et revenir épater les autres au pays. Mais combien le disent véritablement? D'accord. Mais est-ce qu'il ne serait pas justement préférable d'interpeller ces grands frères-là, de leur dire, ok, votre attitude met en danger la jeunesse africaine? Et vous pensez qu'on peut réussir au Cameroun, on peut investir avec ce qu'on a et fructifier cela en tant qu'entrepreneur? D'accord.
l'Afrique, parce que Reflet d'Afrique n'est pas juste une chaîne camerounaise, elle est une chaîne panafricaine. Bon. Donc quand on parle de façon générale. En fait, le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Donc, si ça marche au Cameroun, je pense que ça peut marcher ailleurs. D'accord. Bon, je pense qu'il faudrait d'abord commencer par une collaboration avec le ministère de la Jeunesse. Qui est représenté sur ce plateau, bien Oui, évidemment. oui. Donc, c'est pour ça que je parle de cela. D'accord. Qu'on essaie d'insérer au minimum, lors des soirées de la jeunesse, des petits messages par rapport à ce que le ministère de la Jeunesse fait pour la jeunesse. Commençons par là. Et qu'on encourage vraiment cette jeunesse-là, parce qu'ils ont besoin de ça. Nous, aujourd'hui, on ne nous considérera plus comme des jeunes, mais nous avons encore besoin d'eux. Parce que pour former aussi la future jeunesse, il faudrait qu'on ait les moyens et les ressources. D'accord. Donc, deuxièmement, que les parents africains redeviennent africains. À l'époque, quand tu faisais une bêtise, une bonne baffe, ça t'a jamais tué, hein? Non, moi je le dis. Mes élèves m'en savent quelque chose. Une bonne baffe n'a jamais tué un enfant africain. Jamais. Parce qu'il y a ce laisser aller. On donne une liberté à un enfant de 12 ans. La liberté chez nous à l'époque, même quand tu avais 21 ans, mais madame, quand ton père t'envoie, si tu tardes un peu, il va d'abord te coller une droite, même s'il est vieux. D'accord. Madame Polyandine, selon vous, qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour que la jeunesse apprenne à rester sur place, que la jeunesse apprenne à investir le peu qu'elle a? Je voudrais dire que c'est un travail qui demandera la synergie de plusieurs personnes, les parents, les pouvoirs publics et les jeunes eux-mêmes. D'accord. Quel est le rôle des parents? Parce que lorsque les parents ne sont pas proches de leurs enfants, ou alors qu'ils sont proches de ces enfants, mais leur font croire que l'Europe est l'Eldorado. Parce qu'il y a des parents qui voudraient que à tout prix que leurs enfants aillent en Europe. Ce qui fait que vous voyez des filles, même par Internet, elles peuvent contracter un mariage avec un blanc qu'elles ne connaissent pas. Elles vont en Europe, elles se prostituent, elles envoient de l'argent dans des familles et on se réjouit. Donc je pense que les parents doivent prendre conscience qu'on peut réussir sur place. Et je voudrais aussi que déjà avant de continuer avec les pouvoirs publics, je voudrais que les jeunes comprennent qu'il faut endurer. D'accord. Les jeunes d'aujourd'hui aiment beaucoup la facilité. Les ministres, pour la plupart, quand ils vous raconteront leur passé, beaucoup de personnes qui ont réussi aujourd'hui, quand ils vous parlent de leur vie passée, c'est des personnes qui ont enduré. Moi-même qui suis assise ici, j'ai enduré avant de devenir cadre de jeunesse aujourd'hui. Donc moi, je voudrais encourager déjà les jeunes à endurer. Tu peux commencer un business, tu perds le capital comme Francis, mais ce n'est pas la fin du monde. Recommence, peut-être Dieu veut t'enseigner quelque chose. Essaye, peut-être ce n'est même pas dans ce domaine que tu dois percer. Il y a des jeunes qui ont des talents, ils ont des capacités, mais ils veulent plutôt explorer le domaine de l'autre. Chaque jeune a un potentiel pour réussir. Mais quel est donc ton potentiel, toi jeune? Qu'est-ce qui est en toi qui peut te faire réussir? Ce n'est pas le voyage. Il y a des coiffeuses qui peuvent devenir excellentes, mais elles préféreraient voyager. Il y a des jeunes doués dans les affaires. Moi, j'ai l'habitude de raconter une histoire. J'avais ma soeur, on partait vendre au marché. On dispose notre marchandise, la même marchandise. Mais on venait toujours acheter sa part et je rentrais avec la mienne. Et j'avais compris qu'elle avait un talent et jusqu'aujourd'hui, elle émerge dans le commerce. Donc, je veux que les jeunes comprennent qu'ils ont un potentiel et qu'ils doivent le découvrir d'abord et ensuite le valoriser. Et ils seront plus heureux. Il y a des jeunes qui refusent de faire la coiffure au Cameroun, mais ils voudraient aller en Europe être ménagères. Je pense qu'il y a un problème de mentalité et de complexe même. Je crois que pour que la jeunesse change, il faut qu'elle soit décomplexée. Nous, les Africains, sont quelque peu complexés. Pendant que l'air pur que nous respirons en Afrique, les gens envient, mais nous voulons aller plutôt ailleurs. Oui, maintenant au niveau des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, je voudrais davantage déjà
je salue l'action des pouvoirs publics qui est de financer certains jeunes, mais j'encourage davantage les pouvoirs publics à élargir les mairies, à élargir les possibilités d'emploi pour les jeunes. D'accord. J'encourage même la jeunesse, le ministère de la Jeunesse à davantage, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, à davantage maximiser le côté communication. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de jeunes ne sont pas informés. Ça veut dire que les mesures de communication doivent être davantage renforcées. D'accord. On va parler du cas de Francis, qui est un jeune passionné de la musique. Il l'a dit, il aime chanter et il joue également à un instrument. Vous, en tant que membre de la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique, comment est-ce que vous pensez qu'on peut accompagner, par exemple, un jeune passionné de musique? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un programme? Est-ce qu'il y a des programmes dans votre structure pour pouvoir accompagner ce genre d'initiative, par exemple? Oui, quand on parle de la musique, ça c'est du ressort du ministère des Arts et de la Culture. D'accord. Donc ça veut dire qu'au ministère de la Jeunesse, il n'y a pas un programme pour les musiciens, par exemple. Mais je crois que les jeunes gagneraient mieux à s'associer. D'accord. Parce que le ministère de la Jeunesse, à des moments, finance beaucoup plus les associations. Parce que évoluer individuellement, ce n'est pas toujours évident. Mais lorsque les gars se regroupent en association, ça leur facilite la tâche. Ils font des partages d'idées. Et c'est ce travail de synergie aussi qui peut aider les jeunes à ne plus toujours vouloir sortir. Parce qu'ils vont apprendre, ils vont échanger les connaissances. D'accord. Francis, aujourd'hui, si on te demande de reprendre la route, si on te donne, je ne sais pas, on te donne 1 million, reprends la route, est-ce que tu serais prêt à refaire la même expérience aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce que j'ai compris que en fait, la route, c'est vraiment pas le chemin à prendre, premièrement. Et si quelqu'un me donne 1 million de francs, comme mes frères et maman, je vais réfléchir à un projet. Parce que j'en ai vraiment beaucoup dans ma tête. Donc, parce que vous avez des projets écrits? Est-ce que c'est juste dans la tête? À certains projets, j'ai pas encore mis. Est-ce que vous savez concrètement ce que vous voulez faire de votre vie aujourd'hui? Bon, premièrement par là, côté école, je continue à faire des concours. D'accord. Si peut-être pour l'emploi, je continue à des concours. Voilà, et je fais des concours. D'accord. Et bon, j'ai des projets que j'ai pas encore mis sur papier, mais qui sont dans ma tête. Et même si je sais que par la grâce de Dieu, certains de mes projets, je vais les réaliser. D'accord. D'accord, Monsieur Sobono, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin pour à l'endroit de la jeunesse? Justement de cette jeunesse-là qui souhaite partir à tout prix. Je dirais au lieu de l'exemple de Francis, il a fait l'aventure. D'accord. C'est vrai, quand on pense à l'étudiant, on n'attend pas à ce que pour moi, ça nous rapporte. Voilà. D'accord. Il faut aller au-delà, convaincre le public que le produit qu'on a été fait. Donc, Si ça a marché dans votre cas, ça peut marcher également chez l'autre, par exemple. D'accord. Monsieur Tchonga, quel est votre mot de fin, justement, un mot d'interpellation à l'endroit de cette jeunesse, à l'endroit de quelqu'un, de cette personne qui nous regarde actuellement et qui est en train de préparer son voyage? bon, je dirais le premier point que quelqu'un Qui prépare son voyage de façon illégale, hein? ouais, qui peut pas son voyage de façon illégale. Oui. Oser demander conseil à un aimé. C'est souvent ce qu'il faut. Justement, vous êtes aîné, il attend un conseil de vous. Bon, là, la langue, tu veux voyager avec là. Et là, si tu peux pas faire la vente des babouches avec, ça te rapporte quelque chose, tu restes au pays. Tu achètes le terrain, tu construis. D'accord. Madame, vous êtes chef de bureau du volontariat à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique. Un mot à l'endroit de tous ces jeunes-là qui souhaitent partir, qui ne veulent plus rester ici au Cameroun. Oui, je voudrais encourager les jeunes
à ne pas se fier à l'apparence des frères de la diaspora ou des benguistes comme ils appellent. Parce qu'ils ne vous diront jamais combien ils souffrent pour gagner leur pain. Même leur maison où ils habitent, ce n'est pas évident. Donc je voudrais vous encourager les jeunes à croire en vous-même, à croire au potentiel qui est en vous et croire que même s'il y a la nuit, le jour finira par se lever. Persévère dans ce que tu es en train de faire et au bout du compte, tu trouveras le résultat. Ne crois pas que d'un coup de bâton magique, tout ce que tu vas commencer à faire, ça va réussir. Quelqu'un disait, si tu n'es pas lézard au Cameroun, ou bien en Afrique, ce n'est pas en Occident que tu seras caméléon. Fais tes preuves dans ton propre pays. D'accord. Et comment un jeune qui souhaite par exemple intégrer aux multiples programmes mis à leur disposition, comment ils font? Nous avons dans le littoral les délégations d'arrondissement. Dans tous les 5 arrondissements, il y a les délégations. Il y a les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. À Nubel, il y a le CMPJ régional. Et ici, à la cité, il y a le CMPJ de référence. Ils forment des jeunes dans tous les aspects, couture, informatique, et après on essaie de les orienter pour leur insertion sociale. D'accord, même à la délégation régionale de la jeunesse, ils seront toujours les bienvenus. Et la délégation régionale elle est située à Bonanjo, à côté du palais 2000, encore appelé Nouveau Palais. D'accord. Francis, aujourd'hui tu as l'occasion d'interpeller tes cadets, même tes aînés qui souhaitent aujourd'hui prendre la route de façon illégale. Quel est le message que tu as à leur endroit? En fait, ce que je peux dire à certains jeunes et certains de mes frères, c'est que la route n'est pas la meilleure solution. En fait, chacun de nous possédons un talent. Comme la maman nous a bien dit tout à l'heure, je ne sais pas l'expression qu'elle a donnée, mais moi je dis un talent, un potentiel, voilà, que Dieu a mis en chacun de nous. Donc, nous devons développer premièrement. Elle a dit, nous devons prendre conscience premièrement de ce talent et le développer ensuite. D'accord. Et grâce à cela, si nous avons la chance et nous avons des aînés qui peuvent contribuer à ce qu'on puisse aboutir à ces talents, ça ne sert à rien de partir. Parce que j'avais essayé un point Orange Money, un grand frère a financé pour moi. Sûrement ça n'a pas marché, comme la maman l'a bien dit, bon, ça n'a vraiment pas marché. Ensuite j'avais ouvert un café et un salon de coiffure pour femmes. Là toujours, ça n'avait pas toujours marché. En fait, vous essayez, vous êtes prêt à essayer encore et encore à des nouvelles choses pour pouvoir réussir et sortir la tête de l'eau. Et nous nous encourageons parce qu'aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus partir ou alors de ne plus partir de façon illégale. Vous avez décidé aujourd'hui d'être justement cette voie qui décourage ces personnes-là qui souhaitent voyager de façon clandestin. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de confession. On vous l'a dit, les jeunes, restez au Cameroun. Vous pouvez réussir à développer votre potentiel. Au revoir.